Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique de Downsizing sortie en 2017 de Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz et aussi Hong Chau. C'est un film qui est à peu près un budget de 68-76 millions environ. Il en a rapporté 55, ça fait mal au cul. Ce qui fait mal au cul aussi, c'est sa durée, 2h15. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h15 au secours ? C'est une société dans laquelle une technologie de rétrécissement a vu le jour. Et il se trouve qu'en rétrécissant, on gagne au change, puisque notre argent devient beaucoup plus intéressant quand on est plus petit, puisqu'on demande moins de choses. Et un couple est intéressé, il s'agit de Paul Safranek et Audrey, sa femme, ils sont intéressés pour transformer leur vie, de devenir des petites personnes, pour échapper aussi à des problèmes de crédit. Ils vont sauter le pas, mais il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, évidemment. Je vais faire un retour assez rapide, notamment parce que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié le film. Oui, ça fait beaucoup de films ces derniers temps où j'ai pas forcément apprécié totalement. Mais il y a eu beaucoup de personnes, d'autres personnes qui ont été déçues à la vue du trailer, qui vendait bien sûr quelque chose qui n'était pas vraiment dans le film, c'est-à-dire un film d'aventure. Mais ce n'est pas le cas de Downsizing. Et je pense que les studios avaient un petit peu peur de vendre la démarche de Payne. Donc ils en ont fait une sorte de film où ils ont maximisé sur les impressions de petites personnes, des choses comme ça, alors que finalement c'est une sorte de récit d'anticipation, de satire sociale. C'est un film dystopique, mais davantage une satire sociale qu'un film d'aventure avec des effets de rétrécissement où on va rencontrer des trucs grands, et en fait non, absolument pas. C'est vraiment la formation d'un scénario, et si il se passait ça. Le début du film, c'est une promesse du film, donc la promesse d'un film sur le rétrécissement, mais aussi dans le film. C'est une promesse faite aux concitoyens dans le monde. On installe vraiment un truc qui est vachement bien. Et quand tout est prêt, je crois que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de critiques sur le web, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire avec. Il y a beaucoup de détails sur le processus de miniaturisation et au final on s'en fout. Et le film ne tente même pas de sidérer le public. On pourrait imaginer des choses beaucoup plus amusantes que ça, et en fait il s'intéresse absolument pas à ça. En fait il y aurait pu y avoir un autre film. Mais Alexander Payne a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus calme. Et finalement, la sidération n'existe pas. Elle n'est pas là. Parce que, sur le principe, on réduit des gens, très bien, mais il y a aussi, par conséquent, toute une industrialisation de la miniaturisation. Parce que on a la fabrication assez précise de petites choses, de petits fragments, de lampes, de mini-objets. En fait, on a presque une deuxième industrie qu'on nous montre absolument pas. Des gens qui travaillent avec des loupes à reconstituer des fauteuils et des choses comme ça. Alors oui, très bien. Ça déjà, il y a tout un pan du film dont on aurait envie de voir, d'être fasciné, d'être sidéré par le travail pour fabriquer ces mini-habitats, toute cette nouvelle société qu'on ne nous montre pas, probablement parce qu'ils n'en avaient pas l'argent. On a aussi moins de déchets, très bien, mais on a une fragilité accrue, mais de dingue. Oh, imaginez, il y a quelqu'un qui verse un seau, c'est toute la communauté qui meurt noyée. Ou pire, on évacue tout un problème qui serait un problème lié à la Terre. Des vers de terre géants, des escargots, une invasion de fourmis. Imaginez que tout d'un coup, il y a une invasion de fourmis. Alors toutes ces petites personnes, elles paniquent. Ou imaginez, parce que le film, il est coupé un peu en deux. On a une partie qui est liée à des gens qui avaient de l'argent et qui se retrouvent très riches dans des manoirs et tout ça, et les pauvres qui sont dans des bâtiments à l'extérieur de l'enceinte et qui font, vous savez, les services, les tâches ménagères et tout ça dans les milieux des riches. Et on pourrait imaginer que tout d'un coup, les fourmis attaquent l'extérieur et on a tous les pauvres qui débarquent chez les riches. Parce qu'il y a les fourmis qui arrivent et qui, elles vont pas faire de distinction. Et je trouverais ça excellent, mais bien sûr que ça coûterait une blinde de faire ça, et donc on n'a pas ce genre de choses.
même sans parler de ça, parce que ça, ce serait le côté spectaculaire, ce serait la fin du film où tout d'un coup on a une invasion de fourmis, mais la flore, genre on a des mini-arbres, comme les nôtres, mais ce sont pas des bonsaïs. Et les conditions climatiques, j'en parle même pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on aimerait voir déployer, qu'on trouverait ça, je suis sûr, largement plus fascinant, et en fait qu'on n'a pas. Et on en revient à des problèmes, oh là là, il y a des riches, il y a des gens qui sont pauvres, et donc ils sont là à être forcés de travailler. Et ouais, mais en fait ça, on l'a dans des films avec des choses normales. On n'a pas besoin d'avoir tout un complexe de miniaturisation pour parler de ça. Donc en fait le film, il nous appâte avec un truc, mais en fait on s'en fout. Et ça, je dirais pas que ça rend le film malhonnête, c'est même pas la malhonnêteté, c'est compliqué à percevoir, hein. Il faudrait lire des interviews et tout ça et regrouper les informations. Mais quand on voit le film, on a l'impression de se tromper de film. On a plein de détails, un peu partout, dans l'univers petit, et finalement on n'y croit pas. Je reviens à cette idée d'industrialisation, c'est qu'on ne peut pas faire industriellement tout ça, être aussi précis en même temps. C'est pas possible, ça rend la chose très factice. Et je pense qu'il est tout à fait conscient de cet univers factice. À un moment, il y a quand son ami qui lui dit « la vie est belle » et qu'il y a un mur derrière quand il dit ça, c'est traiter l'absurde avec le sérieux. Et c'est quelque chose qui devient très frustrant et je dirais presque un peu gênant. Et finalement, on n'y croit pas. Ça crée également des ruptures de ton, parce que le film n'est pas ce qu'on croit qu'il va être. Et d'où le fait qu'on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'un film. Ah, ça, c'est toujours la même problématique, hein. Je me rappelle que Samir m'avait dit que je ne devrais pas attendre quelque chose d'un film. C'est-à-dire qu'on vient devant un film avec des attentes. C'est-à-dire on attend que le film peut-être nous réjouisse, ou on attend d'un film d'action qu'elle ait de belles scènes d'action, des choses comme ça. Ou d'un film d'horreur d'être horrifié. Et Samir me dit, en fait, tu ne devrais pas t'attendre, tu devrais prendre le film comme il est. Et c'est quelque chose qui est très très dur, hein. C'est une éducation à l'image qu'il faut presque refaire. Et je pense, là, je pense pas forcément à des spectateurs, mais je pense aussi à moi, il faut prendre le film comme il est. C'est très difficile quand l'équipe marketing va promouvoir le film et le vendre sur une certaine idée, donc installer finalement une attente pour que le spectateur, qui est factice, hein, l'équipe marketing, elle veut juste que le spectateur aille regarder le film, et il faut travailler contre ça justement. Et quand bien même on a accepté le fait que le film n'allait pas être un film d'aventure sur les petites personnes, eh bien le troisième acte, il est aussi changeant et il est aussi décevant. Le dernier tiers du film se déroule en Norvège et il devient une sorte de récit écologique sectaire, et on n'avance pas vraiment par rapport à la première partie. Il n'y a pas des choses qui sont particulières à la fin du film ou un danger. Non, tout ça est très très dilué. Ça a été assez perturbant de regarder le film, et je me demandais en fait quand est-ce qu'il allait arriver à son terme, parce qu'avec ses refus systématiques de dynamiser le récit, eh bien on s'enfonce de plus en plus et on ne sait pas quand il va se terminer. On en revient à des choses qui n'auraient pas besoin de tout cet artifice de science-fiction. J'en reviens peut-être à une parole de Josué Morel pour Criticat, quand il a écrit son texte sur Downsizing. Il dit « Alexander Payne filme moins tant la découverte et l'exploration d'un inframonde composé de multiples couches qu'il ne cherche, par le truchement de la science-fiction, à capter quelque chose de l'homme blanc occidental écartelé entre ses problèmes quotidiens et son aspiration à dépasser son mode de vie individualiste pour donner du sens à sa frêle existence. » Mais je pense que la science-fiction n'a même pas besoin d'être présent pour arriver à déployer ces multiples couches et de montrer l'homme blanc en crise. Il y a suffisamment de circonstances dans notre monde réel, avec les lois de notre monde réel, pour créer en fait les mêmes dynamiques. Et finalement, on va reproduire les mêmes schémas. Que ce soit à hauteur normale ou à hauteur de petit, il y a les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes sociaux, les mêmes problèmes de richesse, les mêmes problèmes d'amour, de relations. Ce sont les mêmes sujets. Alors oui, très bien, critique sociale, satire, tout ça c'est très joli, mais le mec normal peut vivre une vie de qualité supérieure, mais au final il est tout seul. Ça revient à la même chose.
c'est un film de science-fiction pour les gens qui ne sont pas intéressés par des films de science-fiction. On fait des circonvolutions, il y a plein de thèmes, et au final, on en revient à l'humain. Et je suis pas sûr que ça vaut le coup du voyage, en fait. Et oui, quand il y a de la science-fiction, c'est intéressant. La séquence de miniaturisation, elle est assez sinistre. Elle est clinique, déshumanisante aussi. Une critique convenue du système et la réappropriation des solutions pour sauver l'humanité. Je sais pas si on a gagné au change, ok, très bien. Analyse de l'état actuel des USA en 2017. Je sais pas ce qu'il pensait en faisant ça, mais juste après Sideways, ce qui est délivré dans le film avait peut-être du sens, éventuellement, parce que le film a eu un long développement de scénario. Mais en 2017, c'est un message tellement évident que le film, il est un peu has-been, alors qu'il vient de sortir. Je suis pas sûr de savoir, en fait, ce que je dois voir avec son film. L'ennui de la classe dirigeante, et au final, il reste une classe dominante et une classe défavorisée. Et il reste du racisme, évidemment. Et Hancock Land veut entraîner Paul vers l'aide envers les miséreux. Et lui, naturellement, Paul, c'est plutôt une bonne poire. Donc, même sur l'idée qui est une idée noble, eh bien, Paul, il se laisse embarquer à peu près partout. Il est tiré vers elle. Vers la raison, c'est aider les miséreux, mais aussi vers la femme. Et il s'en fait une raison à la fin. C'est un naïf, profondément humain, littéralement. Le Paul Safranek, il a l'impression d'être une sorte de héros générique. En fait, c'est une impression volontaire, je pense, de créer un héros générique, un héros du quotidien, celui qui vient aider les autres. Dans les entreprises, il s'occupe des articulations, il essaye d'aider autant qu'il peut, c'est un bon gars, voilà, il n'a pas forcément d'avis sur quoi que ce soit, mais il est impressionné quand on nous montre le système de miniaturisation. Au début, voilà, il arrive avec de la bouffe pour sa mère et elle n'en veut pas. Et bien plus tard, 10 ans après, il amène de la bouffe à sa femme, mais elle n'en veut pas. Voilà, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui se satisfait du train-train quotidien, qui essaye de s'en sortir en tant que classe moyenne. Il est un peu entre deux chaises. Voilà. Et à un moment, il doit faire un choix. Il doit faire même plusieurs choix. Plusieurs fois dans le film, il a des choix à faire. Et à un moment, il hésite, évidemment. Il va devenir une sorte de larbin, voire même de larbin, comme le disait Philippe Royer, puisqu'il va aussi devenir l'aide de Hancock Land. Moi, j'avais l'impression que Alexander Payne a fait jouer Matt Damon un peu comme une éponge. C'est-à-dire, que Paul subit les informations, les pubs, tout, il prend tout. Voilà, il est intéressé par les affiches, il voit une vie qui lui fait fantasmer, et donc il y va. Et cette folie de réseaux sociaux, de médias, de pubs, tout ça, ça va le monter à la tête. Et c'est un petit peu ce que nous avons dans la scène de la fête, où littéralement le mec, il est porté par les événements et par les personnages, il est complètement sans filet. Il se jette dans les nouveautés sans discuter. Mais quitte à même prendre de la drogue, le personnage il subit tout, il se laisse guider. Et à un moment il faut faire un choix qui ne tient qu'à lui. En cela, ça montre aussi une cruauté de la description de ces personnages. La femme qui le quitte au dernier moment, le personnage est assez pathétique, il est tout mou. Il est aussi pathétique en communauté que même quand il est isolé dans ces immenses baraques, c'est ridicule. Et après la rupture, il va essayer de retrouver une sorte de sens à sa vie, il va errer dans le film et on sent qu'il a envie de faire quelque chose d'important. D'où une prise de conscience de la part du personnage. On peut changer les choses, mais on retombe un peu dans nos habitudes, sur ce qu'on est vraiment. Et tout l'intérêt de le suivre, c'est de savoir si à un moment il va faire quelque chose de sa vie. Et via justement ces différentes rencontres, il va faire des actions, il va actionner, mais peut-être d'une façon qui n'est pas encore assez forte. Et heureusement que le personnage de Hancock Land, une fataliste au possible, ramène Paul un peu à la raison dans un anglais absolument approximatif. Mais le personnage, il est très fort parce qu'elle est drôle, mais parce qu'elle est irritante. Et elle ne laisse aucune chance à notre héros. C'est une sorte, dans la deuxième partie, une sorte de romantisme niais, qui cerne le personnage. C'est pas quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Et donc le personnage de Paul,
il doit vivre en maintenant une sorte d'intégrité, parce qu'il voit avec ses rencontres avec Christophe Valls, le voisin, il se rend compte on recrée un peu les mêmes dynamiques. Mais lui, il n'est pas si pressurisé que ça. Et donc il essaye de vivre avec son intégrité. Il ne faut pas s'oublier. Mais ça, c'est toute la dynamique de la communauté. Comment vivre de façon à ce que les autres s'en sortent quand on ne s'en sort pas déjà soi-même. Et c'est un personnage, et je trouve que c'est bien de montrer un personnage comme ça, qui trouve son épanouissement dans l'aide aux plus démunis, avec ce contre-champ à la fin, sur le vieux qui est en train de manger. Il se sent utile, en fait. Il n'est pas là pour juste enchaîner les fêtes et les frivolités, comme le personnage de Christophe Waltz. Il y a quelque chose qui est très fort, ça me fait penser un peu à ce qui est dit par un des personnages dans Guerre épée, le film russe. Il dit à un moment « Mais nous qui connaissons la vie, nous savons que la nôtre est finie. Il faut cependant la vivre jusqu'au bout, sans faire le mal, sans se faire des soucis, sans rien désirer. » Et il y a vraiment quelque chose de ça à la fin du film. Demain est un autre jour, comme on le dit à la fin de Autant n'emporte le vent. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui cerne le récit, qui cerne les personnages. Mais honnêtement, est-ce qu'on avait besoin de ça ? Est-ce qu'on avait besoin de tout un processus scénaristique qui lui fait changer de classe sociale pour le redescendre à peu près au même niveau à la fin ? Pour qu'on ait ce genre de discours ? Je suis vraiment pas sûr. Il aurait pu très bien gagner au loto et finalement retomber après dans le même statut social. Et on retomberait... Tout ça, en fait, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est une poudre de perlimpinpin qui a nécessité beaucoup trop de temps de développement. C'est un script qui a été fabriqué entre Sideways, donc en 2004, et The Descendants en 2011. C'est un projet annoncé en 2014. Le tournage s'est déroulé à peu près en 2016. C'est un film qui a une gestation énorme. Et je trouve ça dommage qu'il y ait eu un temps si énorme entre le développement et la création du film, sa sortie. Parce que tout est déjà obsolète. Alors il y a de très beaux passages. Il y a ce passage de pub avec Neil Patrick Harris qui arrive comme ça dans une maison qui s'ouvre devant nous et on voit l'intérieur très luxueux. Ça fait un peu penser, ça il y a pas mal de gens qui l'ont relevé et c'est bien vu parce que le film d'origine est vraiment bien. C'est Le Tombeur de ces dames de Jerry Lewis. Si vous n'avez pas vu ce film, le film est très étonnant parce qu'on a un décor de poupées. En fait, on a un immense manoir qui est coupé en deux et on a toutes les pièces. Et dans le film Le Tombeur de ces dames, c'est un film qui se passe dans un lieu qui est un immense décor où on a tous les étages avec les escaliers et on voit Jerry Lewis passer d'étage en étage pour voir si les femmes elles n'ont pas des soucis et s'il ne peut pas les résoudre. Et c'est paradoxal parce qu'on a l'intérieur qui est déployé où on voit tous les détails. Et en même temps, dès qu'on est à l'extérieur, on voit un immense mur qui protège évidemment la ville des petits, un immense mur qui transforme l'environnement en prison, tout simplement. Donc évidemment, il y a un travail de miniature, dans des effets spéciaux qu'on ne perçoit pas forcément, à part bien sûr la scène de miniaturisation, mais vous savez, le soleil, l'eau, des choses comme ça, qui doivent être aussi perçues à une échelle plus petite. Mais il est clair qu'il y avait des possibilités énormes, mais beaucoup plus des possibilités d'aventure. Hein. Là, nous ne sommes pas dans un manque d'ambition, mais c'était un choix qui n'a pas séduit le public. Et moi, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, on parle du thème, mais ce n'est pas vraiment dans le film au final. Toute la mise en scène n'a rien de véritablement intéressant. Il n'y a pas de perspective cinématographique. Il n'y a pas de moment de bravoure. On oublie les scènes au fur et à mesure. Sauf peut-être la scène du téléphone. Il se passe un peu quelque chose parce que les acteurs commencent à gueuler un petit peu. Quand la femme, elle décide finalement de pas se faire miniaturiser et qu'elle est à l'aéroport pendant que Matt Damon, il est déjà tout petit et il engueule sa femme. Mais c'est peut-être le seul moment dont je me souviendrai du film. Tout le reste, ça passera à la trappe. Tout ça pour ça. Et je trouve que c'est désolant parce que là, on se demande, mais à quoi ça sert la science-fiction ? Vraiment, quelle que soit la science qu'on déploie, il y a toujours des riches et des pauvres. C'est ça ce qu'on veut nous dire ? Mais on le sait, on n'a pas besoin de la science-fiction pour ça. La science-fiction serait là pour qu'on ne se fasse pas trop chier. Parce que sinon, en fait, le film, il n'a pas grand-chose pour lui. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? Je ne pense pas. Voilà, moi je lui mets un 12 sur 20. Moi, j'ai trouvé le film assez décevant. J'aime bien Matt Damon. En tant qu'acteur, les rôles, les personnages qu'on lui fait faire, moi, j'aime bien cet acteur. Donc, le film, j'ai eu beaucoup d'intérêt à le suivre parce qu'il y avait l'acteur.
et ce qu'on lui disait. Je l'avais vu en français, la voix française de Matt Damon est très belle, moi j'aime beaucoup, donc voilà. Mais s'il n'y avait pas cet acteur, vraiment j'aurais détesté le film, vraiment détesté. Mais je lui mets un 12 sur 20, qui est pour moi une note vraiment, c'est minimum syndical. Hein. Quand c'est en dessous de 12, et vous le savez, depuis le temps que certains me suivent, ils savent très bien que quand je passe à 11 ou 10, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et en dessous de 10, c'est qu'il y a... En fait, c'est même pas conseillable, en fait, tout simplement. Et bah, parce que voilà, moi, je mets pas des zéros et des trucs pour dire « j'aime pas. » Non, je regarde, je vous fais des fois même pas le retour, en fait, d'un film que j'ai pas aimé ou que j'ai détesté. Hein. Je vais pas passer mon temps à chier sur des films sur ma propre chaîne. Ça, je l'ai fait quelques fois et j'ai pas forcément aimé prendre du temps pour ça. Là, dans le cadre d'une semaine spéciale sur les rétrécissements, je prends un peu de temps, mais finalement, dans ce film, l'idée du rétrécissement n'est pas un ressort dramatique. Même pas. Donc, voilà. J'en suis désolé, hein. Mais à contrario, si vous avez apprécié le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié. S'il y a peut-être des ressorts scénaristiques, visuels que vous avez trouvés dans d'autres films d'Alexander Payne, parce que je ne crois pas en avoir vu beaucoup de lui, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse peut-être mieux réceptionner le film par rapport à ce que j'en ai dit. S'il y a un autre film que vous trouvez très très proche de Downsizing, de sa filmographie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravi de rencontrer ce film dans ce cas-là. Quant à moi, eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à bientôt pour la suite de la semaine spéciale et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!